Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur Marxisme et Stratégie, un podcast de Révolution Permanente. Ateliers, séminaires, forums, réunions publiques, toute l'année, Révolution Permanente anime de nombreux débats sur le marxisme et le communisme, la lutte contre toutes les formes d'oppression, la stratégie révolutionnaire et bien d'autres sujets. Déjà 12 épisodes ont été publiés sur cette chaîne et nous espérons que vous les avez appréciés. N'hésitez pas à nous faire des retours sur nos réseaux sociaux. Pour les prochaines semaines, nous continuerons de publier les ateliers présentés lors du week-end du Point Levé en juin dernier et de l'Université d'été 2023 de Révolution Permanente, toujours au rythme de 3 épisodes par semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de stratégie et d'écologie. Le mouvement climat a considérablement changé pendant les dernières années, avec l'avènement d'une part des soulèvements de la Terre et de l'autre du mouvement A22 représenté par Dernière Rénovation en France ou encore par l'association Just Stop Oil. Dans cet épisode, Laurélia et Vincent, tous les deux journalistes pour la section écologie de Révolution Permanente, reviennent sur les apports et les limites stratégiques de ces nouveaux mouvements. Un podcast enregistré à l'occasion de l'Université d'été 2023 de Révolution Permanente. Bonne écoute. Marxisme et Stratégie, le podcast de Révolution Permanente. Donc, dans le contexte actuel, faire un topo sur la crise écologique, ça semble être une actualité brûlante, avec un été qui a encore été marqué par les épisodes de sécheresse et les feux dévastateurs, comme à Hawaï, en Algérie ou encore en Grèce. Ces épisodes de chaleur meurtrier, évidemment, ils ont conduit en fait à des populations à quitter leur logement, à abandonner toutes leurs ressources. Et aujourd'hui, ils ne sont pas les premiers, mais ce ne sera pas non plus les derniers qu'on va vivre. Et notamment, comme on a coutume de le dire dans le mouvement climat, on va vivre de plus en plus dans une planète qui brûle. Et ces drames de l'été, ils nous rappellent l'urgence à laquelle on est en train de faire face et l'urgence à penser une stratégie politique pour faire face à ce système qui aujourd'hui nous entraîne vers la catastrophe. Par ailleurs, aux côtés de ces catastrophes écologiques, il y a aussi eu une actualité très brûlante du mouvement climat, et notamment en France, avec l'émergence du mouvement Les Soulèvements de la Terre, les mobilisations contre les méga-bassines, les alliances partielles entre le mouvement climat et la réforme des retraites, et aussi l'émergence d'une forme de désobéissance civile plus radicale du côté des écolos. Avec évidemment, c'est de ce dont on essaiera de discuter aujourd'hui, le retour d'un imaginaire du sabotage. La réponse qu'il y a eu à ces phénomènes de radicalisation du mouvement climat, ça a été la répression sanglante de Sainte-Soline, les militants écologistes réprimés, arrêtés chez eux, et les tentatives en fait d'intimidation et de criminalisation du mouvement climat, aussi avec une logique de division entre le mouvement social qui était en cours sur la réforme des retraites et le mouvement climat. Nous, on pense qu'on peut tirer deux principaux enseignements de cette dernière séquence sur le terrain de l'écologie. Le premier enseignement, c'est que toutes ces attaques répressives du gouvernement contre le mouvement écologiste, elles montrent que l'État, c'est un adversaire pour tous ceux qui défendent et qui cherchent à défendre une écologie progressiste. Ça s'est vu dans l'acharnement policier, par exemple, qu'a subi Loïc, qui est un militant écologiste qui s'est mobilisé notamment autour du G20 et qui subit un acharnement judiciaire répressif de la part de l'État et qui aujourd'hui encore en fait risque des poursuites pénales pour avoir simplement participé à la manifestation de Sainte-Soline. Cet acharnement judiciaire, il n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'est Loïc, qui est un militant qui a décidé de dédier sa vie au militantisme écologique et qui en fait est reconnu pour être quelqu'un qui au contraire a toujours participé à défendre les droits des militants, à défendre la terre et à défendre aussi la réalité du vivant et qui aujourd'hui se retrouve en prison après avoir été soulevé chez lui par les brigades antiterroristes devant sa compagne. Par ailleurs, évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que ça s'est accompagné d'une tentative de dissolution pure et simple des soulèvements de la Terre par le gouvernement après les attaques contre les organisations antiracistes, contre les organisations du mouvement social, comme le Bloc Lorrain. Par ailleurs, un deuxième enseignement de la période pour nous, c'est que la crise écologique, elle ne va pas nous toucher de manière égalitaire et qu'au contraire, elle va accroître les inégalités qui existent dans le système capitaliste.
Elle va faire que montrer les contradictions d'un système social qui repose sur l'exploitation de la majorité. Et on le voit quand, en Grèce, avant-hier, il y a 26 migrants qui sont morts dans les feux de forêt dans le nord-est du pays. On le voit aussi quand des milliers de personnes et de populations sont obligées de fuir leur maison au Pakistan, de laisser toute leur terre et leur culture à cause des inondations. Et on le voit aussi quand, il y a quelques semaines, des associations d'aide aux réfugiés dénonçaient que le maire de Calais, en France, a décidé de supprimer les cuves d'eau qui étaient mises en place pour permettre aux réfugiés de s'hydrater pendant les périodes de forte chaleur. Et donc évidemment, ces enseignements que nous on tire de la période, ils infusent aussi le mouvement climat, et notamment une avant-garde radicale du mouvement climat. Et la dernière période, elle a été marquée par des mobilisations qui commençaient à pointer le rôle des multinationales sur l'enjeu climatique, et notamment à travers de Total, de Lafarge ou de Monsanto. Mais aussi par des tentatives de haussement du ton contre l'État et de questionnement de la stratégie d'interpellation qui avait été celle du mouvement climat pendant la première séquence en 2018, après les multiples COP qui ont promis beaucoup de choses sans faire beaucoup de véritables mesures. À partir de ces constats, nous, on pense qu'on observe une polarisation sociale au niveau de l'écologie, au niveau du mouvement climat, et qu'on ne peut pas discuter du mouvement climat sans discuter plus généralement de ce qu'on discute ici à l'université d'été, de la polarisation sociale qui se joue en fait dans la séquence avec évidemment la bonapartisation du régime, mais aussi la crise du néolibéralisme français et un cycle de lutte des classes dont on a connu en fait les principaux épisodes aussi en France. Alors qu'il est de plus en plus clair que les entreprises écocides, elles ne vont pas s'arrêter sans bataille, qu'il va falloir s'affronter à tous les projets inutiles écocides que sont en train de mettre en place les gouvernements et les entreprises capitalistes. Ce qu'on a envie de discuter aujourd'hui, c'est quelle stratégie on peut penser pour essayer de résoudre la catastrophe en cours. Et donc, c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Et notre topo, notre discussion, elle s'adressera principalement à répondre aux débats qui nous semblent être ceux de la frange la plus radicale du mouvement écologiste, et notamment en fait du secteur anti-néolibéral et du secteur qui s'est radicalisé dans la dernière séquence. Donc évidemment, ça ne répondra pas à toutes les interrogations, à tous les problèmes qu'on peut se poser. On pourrait faire des topos sur tout un tas de secteurs de l'écologie politique, l'écologie libérale, l'écologie bourgeoise. Nous, on va s'intéresser à ceux qu'on pense le plus proches de nous, c'est-à-dire les écologistes qui ont décidé de véritablement rentrer dans un affrontement avec le système. Pour commencer un peu cette discussion du coup sur les questions stratégiques, on pensait que c'était intéressant. De parler justement de la question du retour des modalités du sabotage au travers en fait des recompositions du mouvement climat qui sont en train de se jouer actuellement. Voilà, bon, je pense que ça vous a pas échappé tous ces débats, toutes ces questions en fait autour du sabotage. On a eu les délires de Darmanin sur l'écoterrorisme. On a vu là actuellement même en salle un des films de l'été, c'est un film sur le sabotage, une grosse production hollywoodienne sur la question du sabotage. Il y a également par exemple le bouquin d'Andreas Malm dont ce film-là est inspiré en partie, Comment saboter un pipeline, qui est voilà, un peu devenu un best-seller ou un bouquin dont on se réfère souvent, qui est présent un peu dans toutes les librairies, même dans les FNAC, ils ont Comment saboter un pipeline, quoi. Donc on voit qu'il y a vraiment un peu un truc comme ça qui pèse un peu dans le débat, dans la culture, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, voilà, c'est lié avec un retour réel, en tous les cas, de cette pratique aussi sur le terrain. Dans le numéro de Socialterre là, de ce mois-ci, il discutait à partir en fait d'une enquête qui s'appelle Violence politique en France, qui analyse un corpus un peu de faits de violence, etc. Entre les années 1986 et 2020. Et en gros, cette enquête, elle dit que 90% des faits de violence qui ont été analysés provenant en fait des secteurs du mouvement social dont le mouvement écolo fait partie, ont eu lieu après les années 2000 et avec une très nette accélération sur les 4 dernières années. Et ce qui est intéressant pour nous, un peu pour voir un peu sur la question du sabotage,
c'est que 80% du coup, de ces faits de violence sont des atteintes sur des biens. Je pense que c'est quelques chiffres comme ça, mais qui attestent un peu d'un retour sur le devant de la scène de la question de la modalité du sabotage, ou en tous les cas d'un affrontement plus direct, matériel, physique, avec voilà, des entreprises d'installations polluantes et aussi, y compris parfois, l'État et les forces de répression. Je dis que c'est un retour parce que ces questions d'affrontement, en réalité, c'est pas une nouveauté totale pour le mouvement écolo. Et notamment, il y a tout un héritage des années 70, par exemple, des années 60, etc. Nous, en préparant ce topo, on regardait les images des mobilisations en 1977 contre le réacteur nucléaire Superphénix en France. Et on était en fait hyper impressionnés de voir à quel point les images, vous pouvez les voir sur l'INA, etc., les images ressemblent en tout point aux images qu'on a pu voir à Sainte-Soline, avec vraiment les rangs de flics armés, etc., les grenades qui explosent, les gaz lacrymogènes, la répression organisée, l'ultra-violence des keufs, etc. Et en fait, c'est une répression sur une mobilisation massive. C'est le 31 juillet 77. C'est une répression qui fera un mort. Et quelques années plus tard, en 1982, pour donner un peu une idée du niveau d'affrontement qu'il pouvait y avoir à l'époque, ce même chantier du réacteur Superphénix sera visé par les tirs de roquettes du mouvement anti-nucléaire. Que ce mouvement anti-nucléaire, dans les années 70, ça a été, en France, en tous les cas, un peu un de ceux qui ont vraiment mis sur le devant de la scène la question du sabotage et qui ont sans doute poussé sa radicalité à son maximum, avec des attaques à la bombe, plusieurs dizaines d'attaques à la bombe sur des chantiers. Il y a le cas très connu, je pense que peut-être vous avez déjà entendu parler de Françoise Daubonne, qui avait participé en fait, à un attentat à la bombe en 1975 sur le chantier de la centrale de Fessenheim. Mais voilà. Et bon, cette question-là du sabotage, je parle de la France, de l'exemple de l'antinucléaire, etc., mais c'était une vague plus globale qui était beaucoup partie des États-Unis pareil dans les années 70. Dans Socialter, toujours de ce mois-ci, que je conseille sur cette question, il y a beaucoup d'éléments intéressants. Ils font un peu une liste, ils regardent un peu différents groupes, et ils nous parlent par exemple du mouvement des Arizona Phantom, qui faisait dérailler des trains de mines de charbon. Ils parlent d'un truc assez incroyable, c'était les Eco Rangers, qui avaient saboté en quelques années plus de 4000 maisons, 4000 chantiers de maisons qui menaçaient des zones naturelles, etc. etc. Voilà, je fais un petit peu en fait ce retour, cette rétrospective, parce que je pense que ça permet de prendre un peu de recul et de mettre un peu en perspective ces différents éléments qui infusent de nouveau aujourd'hui dans le mouvement climat, et comprendre que la question, les réflexions autour de l'affrontement plus direct avec les entreprises et l'État, c'est pas quelque chose qui est nouveau, mais qui fait un retour. Par ailleurs, un peu comme on disait dans l'intro, on pense que la présence de ces éléments, ces questionnements, on ne peut pas les délier d'un contexte social plus général. Et de fait, oui, dans les années 70, il y avait aussi encore la question en fait, de la lutte armée, de polarisation sociale très importante, d'avant-garde extrêmement radicale qui existaient et qui ont bien entendu, sans aucun doute, influencé ces pratiques-là. C'est ce que, d'une certaine manière, Alain Damasio il posait sur France Inter récemment, dans une défense un peu maladroite des soulèvements de la Terre. Il disait, en gros, c'est pas la lutte armée des années 70, c'est pas ce même niveau de violence, donc en fait la répression n'est pas légitime, etc., parce que c'est abusé et tout. Bon, on est en désaccord avec la manière dont il le formule, parce qu'en dernière instance il justifie la répression de ces mouvements des années 70, mais par contre il pointe quelque chose qui est réel, qui est que le niveau d'affrontement qui est mis aujourd'hui avec le retour du sabotage, on va en discuter après et tout, il n'est pas encore en fait à ce qui a pu se produire par le passé. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une contradiction entre le niveau où le sabotage est aujourd'hui et le niveau du discours du gouvernement, de l'acharnement répressif, des poursuites judiciaires, etc. Et moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter aussi quand on discute en fait, du durcissement répressif du régime, etc. On dit ça pour essayer, comme je disais, de prendre un peu de recul, de prendre un peu de hauteur sur ces questions-là, et pas essayer de se faire polariser aussi par le discours du gouvernement, et essayer de regarder plus dans les faits et sur la question des élaborations et de la pratique
militantes plus. Voilà. Donc en fait, une fois qu'on a dit ça, qu'il y a un retour un peu de la question du sabotage aujourd'hui dans le mouvement écolo, bon, c'est ok, je pense que vous l'avez vu, on ne vous a pas appris grand-chose pour l'instant. On peut se poser la question de pourquoi en fait tout ça vient, etc. Et on pense qu'il y a plusieurs réponses, on pourrait disserter dessus pendant longtemps, mais on pense que c'est intéressant pour essayer de répondre en partie à cette question de partir du point de vue des militants qui ont fait ce choix-là, en fait, qui sont passés de mode plus pacifiste à en fait avoir recours à ces modes d'action. Et pour ça, je pense que l'exemple de Léna Lazare, désolé, j'ai mal prononcé, Léna Lazare, ancienne figure de Youth for Climate, qui maintenant est au soulèvement de la Terre. Donc Youth for Climate, c'était une organisation de jeunesse qui avait beaucoup organisé, qui était beaucoup apparue pendant les marches pour le climat pacifistes de 2018, les Fridays for Future, etc. Et qui, donc, Léna Lazare, aujourd'hui, milite avec les soulèvements de la Terre. Et en fait, elle dit, pour expliquer pourquoi en fait, ce choix, elle dit, en parlant de Youth for Climate, dans le bouquin, c'est dans le bouquin des soulèvements de la Terre que je tire cette citation, on ne dissout pas un soulèvement, là, le petit bouquin qui sont sortis récemment. Elle dit, nos actions eurent de plus en plus d'impact. Cependant, elles ne nous permirent pas d'obtenir les grandes victoires escomptées. Donc ça, c'est en parlant de Youth for Climate. S'il y a bien une chose que le mouvement climat a bien compris en 2019, c'est que la voie institutionnelle est une impasse. Et voilà, moi je trouve que cette citation, elle est vraiment intéressante parce qu'en quelque sorte, elle résume et elle concentre des bilans stratégiques qu'elle a tirés de toute la vague du mouvement climat en 2018. Donc le mouvement, en fait, avec les grèves du vendredi, les grèves étudiantes du vendredi, avec des millions de jeunes qui sont sortis dans la rue autour de la figure aussi de Greta Thunberg, etc., qui est un mouvement très important, hein, qui a eu un rôle de conscientisation important dans la jeunesse, des expériences politiques importantes pour la jeunesse, etc., mais qui s'est retrouvé face à des impasses et des limites importantes. Oui, pour dire aussi, voilà, c'est le mouvement qui a vu un naître, comme je disais, Youth for Climate, mais aussi Extinction Rebellion, etc., etc., et voilà, qui s'est retrouvé en quelque sorte face à l'impasse institutionnelle dont parlait Léna Lazare, parce que les revendications principales, l'idée c'était, à travers des marches populaires, pacifistes, faire exercer une certaine pression sur le gouvernement pour qu'il mette en place des mesures d'urgence sur la question climatique. Et voilà, dans un contexte de polarisation, face à une crise économique majeure pour le capitalisme, face à même, de fait, la contradiction entre ce mode de production et les enjeux environnementaux, bien entendu, les États ont été incapables de donner le moindre gage, même en fait, même une petite miette qui ressemblerait un peu à un truc stylé, quoi, à part quelques arnaques, comme je pense que vous vous souvenez, par exemple, la Convention citoyenne pour le climat. Et voilà, du coup, on voit que la question du sabotage, elle est liée aussi au fait que les dernières séquences de lutte des classes qu'on a traversées, elles ont montré en réalité l'impossibilité de gagner, d'arracher des choses, même des petites choses en fait, sans mettre en place des moyens et un rapport de force conséquent, voire extrêmement conséquent, y compris en posant la question de la légalité. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut tirer de la réforme des retraites. Et du coup, la question du sabotage, bien entendu, elle s'ancre dans une recomposition du mouvement climat. On peut schématiser du coup cette recomposition du mouvement climat après la vague de 2018, du coup, en deux pans, en deux franges principales. C'est bien entendu schématique parce qu'il y a plein d'organisations avec plein de modes, etc. Mais on a choisi de se concentrer sur ces deux pans-là parce qu'on pense qu'ils représentent bien les dynamiques à l'œuvre et que c'est un peu ce qui pèse le plus aujourd'hui, quoi. Du coup, d'un côté, dans une de ces franges, on a voilà, les soulèvements de la Terre qui ont été créés en 2021, dont vous avez, je pense, dû entendre parler, peut-être même participer à leurs actions, etc. Donc, comment est-ce qu'ils se définissent ? Ils disent qu'ils sont, je cite, le fruit d'une réflexion menée dans la continuité des luttes de Notre-Dame-des-Landes, avec pour l'objectif de sortir de luttes de territoire et de leur caractère très localisé pour les faire résonner entre elles et créer un rapport de force conséquent. Ce qui est intéressant pour nous, et en lien avec ce que je disais précédemment, c'est qu'ils sont nés d'une réflexion justement sur les limites, sur une manière dogmatique de se référer aux pratiques de lutte, et notamment la non-violence. Je ferme ma citation.
Donc en fait, ils s'organisent eux, comme un réseau d'organisations et de militants. À l'intérieur des organisations syndicales, il y a Solidaire, il y a la Confédération paysanne, il y a différentes organisations du mouvement social, il y a les organisations écolo, bien entendu, etc. Et eux, en fait, ils revendiquent de se soulever, de s'organiser, de se mobiliser contre l'accaparement des terres, l'artificialisation des sols, la concentration du foncier entre les mains de quelques grands propriétaires, de quelques grandes entreprises, etc. Dans cette résistance sur la question de la terre, ils revendiquent une complémentarité des modes d'action, comme ils le disent, qui en fait ne refusent pas la question de la violence, de l'affrontement avec les forces de répression, la question du sabotage, etc., en lien avec plein d'autres modalités d'action, et y compris du coup leur manière de se référer à l'État, de réfléchir à la question de l'État. Elle témoigne aussi moins de division, beaucoup moins de division que ce qu'il y a pu y avoir en 2018, et ils disent nous, au Soulèvement de la Terre, notre objectif n'est pas de pousser l'État à adopter un plan de planification écologique, on n'y croit pas. Donc on voit qu'il y a une réflexion là-dessus, une avancée par rapport aussi à 2018 en cours. Et du coup, ce mouvement, bien entendu, vous l'avez vu et tout, pose la question, l'enjeu du sabotage. Dans Contretemps, une militante explique là-dessus, je la cite, « Il ne suffit pas d'occuper les sites, de repartir quelques heures ou quelques jours plus tard. Il faut aussi, pendant l'occupation, démonter les machines, détruire les sacs de ciment, modifier les infrastructures, jeter les ordinateurs au canal. Il faut des actes qui font que, le lendemain de l'occupation, les centrales à béton ne peuvent plus se remettre à fonctionner de la même manière. » Moi, ce que je trouve qui est intéressant avec la question du sabotage chez les soulèvements de la Terre, c'est qu'il y a une théorisation en fait, véritablement politique autour de l'enjeu du sabotage, avec également un discours médiatique qui est pensé sur la question en fait, du sabotage pour justifier, expliquer, etc. ces actes-là. Cette théorisation politique, ils la font beaucoup autour de la notion en fait, du désarmement. Donc ils disent en fait, on s'en prend à des installations polluantes d'énormes entreprises, etc., qui en fait sont en train d'alimenter une crise qui va tuer des personnes, qui est déjà en train d'en tuer, qui est une violence extrême contre l'humanité, etc. Et dans ce sens-là, neutraliser ces installations, ce n'est que justice en fait, et c'est en quelque sorte mettre un frein à la crise. Et donc c'est une forme de contre-violence légitime face à la violence de ces installations-là. Donc il y a toute cette théorisation politique autour de ça qui discute beaucoup quand ils passent dans les médias de cette manière-là. Et voilà, donc ce désarmement, comme il dit, c'est un mode d'action. Vous avez vu, je pense, qu'ils ont mis en place contre les méga-bassines avec des débâchages, etc., des découpages de canalisation, contre Monsanto également, contre Lafarge, même s'ils ne revendiquent pas directement l'action, mais qui l'ont soutenu en détruisant en fait, des appareils sur des sites de cimenterie Lafarge, etc., etc. Et c'est des modes d'action qui sont utilisés en fait en combinaison avec des mobilisations importantes, comme on a pu voir à Sainte-Soline, des démonstrations qu'il est possible de reprendre la terre, de planter en fait sur les terres reprises, de construire des serres, etc., etc. Un dernier point peut-être rapidement sur je pense les soulèvements qui je pense est important à voir. Ils revendiquent, vous avez vu dans leur présentation, la filiation avec Notre-Dame-des-Landes. Ils sont, enfin, une partie en tous les cas est issue de cette expérience-là. Et je pense que aujourd'hui, c'est né aussi. Je ne pense pas qu'ils le formulent comme ça. J'ai jamais vu formuler comme ça directement. Mais en tous les cas, je pense que c'est né d'une réflexion sur comment renouer un peu avec l'expérience politique de la ZAD, de Notre-Dame-des-Landes, l'émulsion politique que ça a pu être, l'ampleur que ça a pu avoir, et la contradiction qu'aujourd'hui, avec le niveau de répression policière qui existe, c'est impossible sans doute de refaire un truc aussi gros à l'ampleur, etc. Enfin, c'est balayé en quelques jours. Et du coup, adopter une stratégie plus fluide, plus de mouvement en fait, en se connectant à différentes luttes locales, du coup, à travers de leur campagne et en donnant à chaque lutte locale une ampleur nationale. Voilà. Et donc, si on parle des soulèvements, c'est parce que voilà, c'est en France, on a vu beaucoup, ça a polarisé les débats, etc. Vous avez vu même toute la question de la répression du gouvernement, mais en fait, on pense que la dynamique à l'œuvre autour des soulèvements, c'est quelque chose de plus large aussi. On a vu l'importance qu'ont pris les luttes, par exemple comme Lützerath en Allemagne, les mobilisations. En fait, je ne sais pas si on a des camarades allemands ici, mais eux, ils ont suivi en fait cette bataille aussi, mais des mobilisations contre des mines de lignite, donc de charbon très polluants,
avec des niveaux d'affrontement, etc., importants. Et aussi, par exemple, Ende, Gelände, pareil en Allemagne, des mobilisations assez récurrentes contre l'extraction de charbon qui mobilise massivement, avec maintenant y compris des questions d'affrontement avec les forces de répression. Donc ça, c'était un peu pour un premier flanc, on va dire, un premier secteur de la recomposition du mouvement climat. Et de l'autre côté, en fait, en tous les cas, dans la manière dont on a choisi un peu de le discuter et tout, on a le réseau A22 qui regroupe les organisations que vous connaissez aussi, je pense, Just Stop Oil en Angleterre, Dernière Rénovation en France, Letzte Generation en Allemagne, etc. Donc c'est un réseau international qui regroupe ces différentes organisations de désobéissance civile, donc, qui a été créé en fait en avril 2022 par les financements en fait, du Climate Emergency Fund, qui est en fait un fonds d'investissement philanthropique qui avait déjà financé Extinction Rebellion, par exemple, participé au lancement et financé Extinction Rebellion. Et donc, c'est des organisations qui reprennent comme Extinction Rebellion les bases théoriques de la désobéissance civile, sur lesquelles on va revenir très, très rapidement, avec la question, ce qu'ils mettent en avant, c'est une revendication centrale, la rénovation thermique des bâtiments en France. Et du coup, avec, ils vont défendre en fait cette revendication-là avec des actions pacifistes spectaculaires de désobéissance civile, avec l'idée que la crise climatique serait quelque chose, une sorte d'anomalie du système qui serait juridiquement, moralement condamnable et contre laquelle chaque citoyen en fait, est en devoir de se mobiliser pour, en quelque sorte, la résorber avec une stratégie, là pour le coup, qui est consciente d'interpellation et assumée d'interpellation des gouvernements, de pression sur les gouvernements, etc. Et dans ce sens, ils reprennent un peu toute la matrice théorique de Extinction Rebellion pour ceux qui connaissent, autour de la nécessité de mobiliser 3,5% de la population qui serait déterminée dans une mobilisation pacifiste mais radicale. Ils revendiquent également l'inspiration des batailles pour les droits civiques, des batailles contre l'apartheid, des batailles des suffragettes, etc. Par contre, là où on pense que ça participe à une forme qui a une modification en tous les cas, par rapport à ce qu'il a pu se voir avec XR, c'est qu'il y a vraiment une manière de hausser le ton dans le niveau de radicalité des actions, de prise de risque pour les militants, avec, vous avez vu, les blocages de routes, les jets de soupe, le blocage de tarmac pour empêcher des avions de décoller, etc. Avec un peu une idée d'aller toujours plus loin dans une stratégie du choc, dans une stratégie un peu de dépasser les limites de l'acceptable pour montrer, mettre les projecteurs sur le fait que ce qui est inacceptable, c'est la crise écologique, etc. Et ils sont prêts pour ça en fait, à aller assez loin, se faire interpeller, aller en prison, etc. Donc on a essayé de schématiser un petit peu en disant comment d'un côté on assiste à une radicalisation de la désobéissance civile, comme je viens de l'expliquer, de l'autre à une frange du mouvement climat qui reprend des modes d'action qui ne refuse pas la violence, pose la question en fait, d'un affrontement, pose la question du sabotage, etc., comme les soulèvements de la Terre. Et nous, ce qu'on pense, ce qu'on croit reconnaître, etc., dans cette, cette dynamique, c'est la patte ou l'empreinte d'Andreas Malm, dont j'ai déjà évoqué le nom. Ils s'en revendiquent parfois, Dernière Rénovation. Ils débattent en tous les cas avec Andreas Malm. Les soulèvements de la Terre ont débattu avec Andreas Malm, même s'ils ont des accords avec lui, etc. Mais en tous les cas, il y a des points communs. Et ça nous paraît intéressant en fait, de discuter avec Andreas Malm pour discuter un peu avec toutes ces questions-là. En fait, Andreas Malm, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler. Il a été dans un peu sur tous les médias bourgeois, les journaux de droite et tout. Il y avait sa tête en mode le léniniste vert qui veut faire du mouvement climat, la nouvelle révolution, je sais pas quoi. Il y avait des trucs là dans Valeurs Actuelles, etc. Il a été cité dans le décret de dissolution des soulèvements de la Terre aussi par Darmanin, etc., etc. Et c'est un théoricien, un des principaux théoriciens de l'écologie radicale aujourd'hui, qui s'est fait beaucoup connaître dans des débats théoriques d'abord, sur, par exemple, batailler pour dire non, voilà, la crise
climatique, c'est pas la faute de l'humanité indifférenciée, etc. C'est un mode de production, c'est le capitalisme, etc. Et du coup, il a fait une bataille théorique importante là-dessus avec la notion du capitalocène. Souvent, il est connu autour de ça. Et il a émergé, du coup, comme je disais, autour de débats théoriques, mais aussi beaucoup autour de débats stratégiques. Et c'est pour ça que nous, on trouve qu'il y a un intérêt à lire Andreas Malm, même si on a beaucoup de désaccords avec lui. C'est que c'est quelqu'un qui revendique de faire la création théorique, d'écrire des bouquins pour pousser en avant le mouvement climat, proposer des clés, proposer des perspectives, proposer des manières de s'organiser pour faire face à la crise en cours. Et dans ce sens, nous, on trouve que c'est quelque chose d'intéressant. En tous les cas, c'est une base de débat intéressante, quoi. Et du coup, il est très connu pour son bouquin Comment saboter un pipeline, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et du coup, pour discuter un peu à partir de ce bouquin, mais justement, dans ce bouquin, il repart de toute l'impasse stratégique du mouvement climat post-2018, qu'on a déjà évoqué précédemment. Et en fait, il explique qu'il y a une fétichisation de la non-violence par le mouvement climat de l'époque, de 2018, une fétichisation du pacifisme. Et en fait, il montre comment Extinction Rebellion et plus généralement la désobéissance civile s'appuie pour justifier ça, ce fétichisme, s'appuie sur une réécriture de l'histoire des mouvements sociaux, en tout cas une histoire tronquée des mouvements sociaux. Et il va réétudier en fait un peu tous les mouvements canoniques qui sont cités par ces franges de l'écologie, les suffragettes, en passant par la lutte contre l'apartheid, les droits civiques, etc., en montrant que, contrairement à ce que les mouvements de désobéissance civile présentent, la question de la violence a toujours été incluse, posée par ces mouvements, avec des groupes armés de défense, la prise en charge de la défense des personnes, de leurs figures, etc., des émeutes et des révoltes spontanées, des incendies, des attaques diverses, etc. Et il montre en fait comment, oui, il y a une réécriture de l'histoire qui l'analyse un peu comme une adaptation à la période néolibérale, comme une perte de vue de possibilités plus larges, en réalité, de possibilités en fait de penser la sortie de la crise plus largement, plus par en haut, etc., et comme une perte de vue en dernière instance de la possibilité révolutionnaire. Et lui, ce qu'il va dire, je cite Comment saboter un pipeline, c'est l'idée révolutionnaire depuis les années 80, elle a été diffamée, ringardisée, désapprise et déréalisée, et il s'en est suivi une déqualification des mouvements dont la répugnance à évoquer la violence révolutionnaire est une composante. Et du coup, voilà, nous on pense qu'on voit un peu l'empreinte, je pense, même avec les soulèvements à la terre, sur la réflexion autour de la question de la violence. On pense que voilà, ce questionnement sur le rapport à la violence des militants écologistes, du pacifisme dogmatique, etc., est un appel à une action radicale. En réalité, c'est une avancée sur la question du rapport à l'État, sur la question qu'il y a moins d'illusions dans l'État, sur la question que oui, si on veut des changements globaux, il y a une question d'un rapport de force qui se pose, etc., qu'on n'a pas grand-chose à espérer des gouvernements, etc., et qu'il faut se mettre en action en comptant sur nos propres forces. Et du coup, cette élaboration théorique-là, elle va avoir un débouché stratégique pour Malm, qui est la construction du flanc radical, d'un flanc radical du mouvement climat. Peut-être que vous avez déjà entendu cette expression-là aussi. C'est un peu aussi canonique, hein, c'est beaucoup rentré dans le discours du mouvement climat. Un flanc radical, du coup, qui doit assumer de prendre en charge la question de la violence, de l'affrontement potentiellement, pour essayer de pousser en fait la prise de conscience plus générale du reste du mouvement climat et de la population. Donc en fait, Malm, il le théorise carrément comme une sorte d'avant-garde du mouvement climat, qui ne doit pas avoir peur de recourir à cette violence, mais en ayant une réflexion un peu sensée, un peu rationnelle quand même sur cette idée, pour être quand même en adéquation, faire avancer le niveau de conscience et pas des masses, quoi, et pas se couper d'elle. Et son objectif, c'est de construire justement une relation un peu de complémentarité entre un flanc plus modéré, qui reste dans le pacifisme, qui va formuler des revendications, et un flanc qui pose plus la question, cet affrontement direct de la violence, etc. Et pareil, voilà, nous on pense que c'est une réflexion qui pareil, est intéressante et tout, mais qui a des limites qui sont importantes, parce que dans la manière, en réalité, dans le pose Malm, dans les finalités, c'est que le flanc radical, s'il a un rôle plus dans la prise de conscience, etc., son rôle surtout, c'est
d'être un levier, un moyen de pression en fait important, de menace sur les gouvernements pour en fait instituer le flanc plus modéré comme un interlocuteur rationnel avec les gouvernements. En gros, que le flanc radical constitue une menace, disent attention, si vous ne faites pas un truc, on va devenir fou, on va tout péter, on va faire des dingueries, etc. Et du coup, le flanc modéré deviendrait de ce fait voilà, un interlocuteur pour les États et du coup pourrait proposer des mesures avec les États, etc. On voit bien que voilà, malgré cette radicalité de façade, poser la question de la violence, même le titre du bouquin très provocateur, etc., on revient en dernière instance sur une stratégie de pression sur les États, sur une stratégie d'aller en fait penser comment on passe par la médiation de l'État pour résoudre la crise d'un État bourgeois, etc. Et c'est une adaptation qui nous, on pense, s'explique par un scepticisme très profond qu'il a en réalité sur les possibilités justement de l'affrontement à l'État et de gagner. Dans un autre de ses bouquins que vous avez peut-être lu aussi, qui est La chauve-souris et le capital, il dit nous venons d'affirmer que l'État capitaliste était incapable par nature de prendre des mesures de transition écologique, et pourtant il n'a pas d'autre de forme d'État disponible. Aucun État ouvrier fondé sur des soviets ne naîtra miraculeusement en une nuit. Voilà, c'est pour donner un peu l'ambiance. Et du coup, cette réflexion un peu là-dessus, sur un scepticisme important, ça le conduit à les soutenir des gouvernements de gauche. Il a soutenu Sanders, par exemple, etc. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autres meilleures nouvelles pour le climat que Sanders élu. Ou en fait encore le gouvernement de Lula et de Dilma Rousseff, en disant dans le bouquin Fascisme fossile, l'Amazonie a bénéficié d'un bref répit entre 2005 et 2012 sous le régime de Lula et Dilma Rousseff. Ce qui est un problème en réalité, parce que quand on regarde historiquement le rôle de leur organisation, de leur parti à Dilma Rousseff et Lula, on ne va pas refaire un détail, etc., mais ils ont eu un rôle central dans la question de la prédation sur la destruction de la forêt amazonienne. Et aujourd'hui, il y a une loi qui a fait beaucoup de bruit, qui a été votée au Congrès, qui va ouvrir la voie à d'immenses attaques contre les populations autochtones, avec des manifestations massives contre ça et tout, alors que Lula est au pouvoir. Donc on voit qu'il y a une... en quelque sorte, il retombe dans une impasse en posant la question de l'affrontement avec l'État, etc. Il retombe dans une impasse et dans une logique un peu de moindre mal et de pression sur les États. Et nous, on pense que cette question de scepticisme, ou en tous les cas, de voir un champ des possibles qui est assez restreint, qui devrait passer par la médiation de l'État, ou alors où on devrait se résigner à résister sur certains aspects et pas penser plus large le champ des possibilités, c'est quelque chose qui est présent, je pense, assez largement dans le mouvement climat. On a dit dernière rénovation qui continue sur une stratégie d'interpellation des États, même s'il y a des modalités plus radicales. Et chez les soulèvements de la Terre, par exemple, dans un débat qu'il faisait avec Andreas Malm aux éditions La Fabrique, moi je trouve qu'il y avait une citation qui était intéressante pour questionner un peu leur stratégie aussi. Ils sont interpellés sur la question de l'État. On leur pose une question sur la question de l'État et ils disent on est dans un tel niveau de conflit asymétrique, dans un moment où la perspective d'une révolution semble, même si on la désire profondément, si lointaine, qu'on en arrive même pas à faire reculer le gouvernement sur un projet comme les retraites. On préfère se poser la question plus basique, plus terre-à-terre, de comment résister. Et en fait, il y a l'idée, quelque part, qui ne serait pas permis, ce ne serait pas dans la situation d'essayer de penser plus large, d'essayer de penser plus profondément, d'essayer de penser à un projet plus global, à cause de la situation où on est, etc. Et nous, c'est un peu contre ça qu'on va essayer de discuter ensuite dans la suite du topo. Et je repasse la parole à ma camarade. Et donc cette logique-là du mouvement climat, elle s'incarne aussi par des formes d'individualisation de la mise en radicalité. Et ça se retrouve beaucoup dans un livre qui est sorti, qui a fait beaucoup de bruit, qui est le bouquin de Camille Etienne. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais c'est une activiste du mouvement climat qui, en vérité, est proche, en tout cas, des pans les plus radicaux, mais qui, en même temps, est aussi très inclus dans le système. Donc, elle a une forme de contradiction, mais en tout cas, ce qu'elle explique dans son livre, avec lequel on a beaucoup de désaccords, encore une fois, on pourrait faire un topo entier sur cet essai qui est intéressant, mais qui ne va pas au bout des possibilités. Mais en tout cas, elle explique
Et elle revient sur le parcours de ses camarades, de militants comme Cédric Héroux, qui s'occupe notamment de la défense des réfugiés, etc., qu'elle a beaucoup de respect pour tous ces gens qui ont décidé de prendre un chemin de traverse, de mettre leur vie de côté pour se mettre en travers de l'écocide. Et elle appelle à dépasser le premier vertige qui existe quand on découvre l'ampleur de la crise écologique, de dépasser ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété, etc., pour se mettre en action, sortir de l'impuissance en tout cas, pour se mettre en action. Un des problèmes de ça, nous on pense que c'est que ça fait reposer la responsabilité de la crise et de l'action radicale beaucoup sur une poignée de militants, une minorité militante, et qu'en dernière instance, avec tout ce qu'on a dit sur la question de l'interpellation, etc., par ailleurs, ça leur retire aussi leur rôle politique de penser la société qu'on a envie de construire et de ne pas laisser la politique dans les mains des forces réformistes et des forces plus institutionnelles. En vérité, en dernière instance, la stratégie qui est mise en place par une organisation comme les Soulèvements, elle relève plutôt de la tentative du choc symbolique que de véritablement la tentative de repenser l'ensemble du modèle social, parce qu'évidemment, on ne peut pas démanteler l'ensemble des usines, on ne peut pas saboter l'ensemble des raffineries, et même, je pense, et je vous défie d'essayer de saboter un pipeline sans avoir un raffineur sous la main pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça me paraît assez compliqué sans vouloir ridiculiser, parce qu'évidemment, nous, on est très conscients que tout ça, c'est aussi des éléments très positifs d'avancée du mouvement climat, mais on a envie de dire que ça pourrait aller plus loin et que s'en remettre, en fait, tous les 5 ans à des organisations comme LFI, EELV, pour nous donner des perspectives politiques, ça nous semble insuffisant. La réalité, c'est que ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est pas des gens comme Marine Tondelier, donc, qui est la principale figure de EELV aujourd'hui, qui donne des fleurs aux mêmes flics qui ont tué Rémi Fraisse, qui tabassent des militants écologistes dans les manifestations, qui vont chercher soulever des militants chez eux devant leur famille et leurs proches. C'est pas aux côtés de ces gens-là qu'on va pouvoir aller au bout des possibilités de l'affrontement qui est pourtant en train de se poser en fait chez les militants écologistes. Et par ailleurs, c'est pas non plus le programme de protectionnisme vert de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon qui nous semble en fait être le plus adapté pour résoudre la crise écologique. Nous, on pense pas qu'on a envie de construire une transition verte en alliance avec le patronat, ni que ce soit possible, ni que ce soit envisageable. Par ailleurs, on ne pense pas non plus que résoudre la crise écologique, ça se cantonne à voter pour des gouvernements plus verts dans nos pays et à laisser en fait le pillage des ressources continuer dans les pays d'Afrique ou dans les pays anciennement sous domination coloniale où qu'ils sont toujours, et qu'au contraire, il faut une stratégie qui prenne en charge la résolution du problème pour l'ensemble de l'humanité, notamment après ce que j'ai dit au début sur le fait que la crise écologique va d'abord frapper les pays où les infrastructures sont plus faibles, les populations plus pauvres, etc. Donc dire ça, à partir du moment où on a dit ça, ce qu'on essaie de dire, c'est que pour nous, il n'y a pas de moindre mal quand il s'agit de l'écocide. Il n'y a pas de moyen de penser qu'on va pouvoir sortir de cette crise profonde dans laquelle on se trouve avec seulement des mesurettes ou en prenant un simple pas de côté. Pour nous, le moindre mal, ça reste un mal. Ça reste en fait des mesures qui maintiennent l'organisation sociale qui nous pousse aujourd'hui vers la catastrophe. C'est des mesures qui ne s'attaquent pas au profit et à la rentabilité et qui ne s'attaquent donc pas jusqu'au bout aux responsables de la crise. Évidemment, ça a été très très révélé par le mouvement des Gilets jaunes où il y avait des travailleuses, des cantinières, des infirmières, des salariés, en fait, même des quartiers populaires qui se sont soulevés contre la précarité, contre la taxe carbone, qui était un moyen de faire payer le coût de la crise en fait aux plus pauvres. Et nous, on a envie de construire un discours écologique qui permette à ces travailleurs-là aussi de se reconnaître dans la perspective d'une révolution écologique. Pour nous, l'urgence qui se pose aujourd'hui, c'est pas d'essayer de concilier avec les capitalistes, mais de vraiment penser une stratégie qui permette de leur reprendre les moyens de production, de leur reprendre l'organisation sociale et de leur reprendre l'État, qui aujourd'hui sert à réprimer les militants écologistes et nos batailles pour le climat, et qui devrait servir à penser une transition écologique juste.
On veut pas convaincre le patronat, mais on veut se convaincre nous-mêmes qu'il est possible en fait de faire une transition. On veut se donner les moyens nous-mêmes de repenser l'ensemble de la société à partir de nos propres forces, à partir du monde du travail. Et donc c'est ce que je vais essayer de développer dans une dernière partie du topo, qui va essayer de se poser la question de comment on passe à l'offensive, comment de la résistance on pense en fait qu'on est capable de repasser à l'offensive, et comment en fait on réfléchit à partir de ce débat sur les méthodes d'action, sur la nécessité de renforcer le rapport de force qui est mis dans le mouvement écologiste, à un moyen de véritablement mettre un stop à la machine infernale dans laquelle on se trouve. Pour nous, le seul projet qui est viable, c'est celui de détruire le modèle de production dans lequel on se trouve, de détruire ce modèle de production qui repose sur le pillage et la destruction de l'environnement, qui, en quelques années d'existence, a réussi l'exploit de créer une extinction inédite d'espèces à l'échelle de l'histoire biologique, qui a créé un dérèglement des températures ultra rapide et qui menace la vie de milliards d'êtres vivants, d'animaux et de l'humanité. Et qui, par ailleurs, est en train de polluer l'intégralité de l'eau douce terrestre et de briser l'équilibre des forêts primaires qui est pourtant construit depuis des millénaires. Et surtout, c'est un système qui ne compte pas du tout s'arrêter là, puisque, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les projets écocides, ils continuent d'être mis en place par les capitalistes. Et donc, évidemment, penser une stratégie pour changer et pour bouleverser l'ensemble de la société, mais c'est un défi immense, mais surtout, ça ne peut pas être accompli par une minorité de militants radicaux, ça doit être accompli par un mouvement commun de tous les exploités, de tous les opprimés de ce système. Pour nous, le seul moyen de vraiment s'affronter à ce qui est en train de se jouer, c'est de poser la question du pouvoir. Et donc, évidemment, pour poser la question du pouvoir, il faut comprendre qui et à qui on s'affronte. Et nous, ce qu'on a un peu envie de dire, c'est que la réalité, c'est que, comme on le voit avec la répression des militants qui ont agi contre Lafarge, qui est pourtant une entreprise qui est non pas juste accusée de terrorisme, mais qui est prouvée avoir des liens en fait avec le terrorisme de Daesh, et qui en fait a été soutenue consciemment en fait par le gouvernement quand il va en fait perquisitionner des écologistes chez eux, qui leur envoie les brigades antiterroristes carrément en fait devant leur porte, qui les met en fait face en fait à des poursuites judiciaires sans précédent, et que ça en fait on le voit aussi plus généralement comment en fait ça montre que la classe capitaliste c'est pas juste des entreprises, mais c'est une classe organisée qui possède un État qui est capable en fait de mater l'ensemble des contestations sociales qui se jouent en son sein. Un exemple très parlant de ça et du pouvoir des entreprises, c'est l'entreprise évidemment Total. Total Énergie en France, c'est la principale entreprise qui fait des profits sur la destruction de la planète. Et on a vu pendant le mouvement des retraites, comment en fait c'est la police du gouvernement qui a été réquisitionner les grévistes de Total, qui a été réquisitionner les grévistes de Total qui se battaient notamment en octobre pour des augmentations de salaire, et qui en fait sert de service après-vente pour les politiques antisociales de Total. Et on a vu aussi comment Total, c'est pas une entreprise qui est inconsciente des règlements climatiques qu'elle cause. Au contraire, les entreprises pétrolières, elles savent depuis les années 50 les réalités en fait de ce que cause leur production. En 65, il y a un regroupement des principales entreprises productrices de pétrole qui a fait un rapport interne sur l'état de la recherche du réchauffement climatique. Et ce rapport, c'est à peu près le même que le rapport du GIEC, mais 30 ans avant. Sauf que ce rapport, il a été silencié, il a été tué. Et il y a un article très intéressant de Christophe Bonneuil, qui est un historien du climat, etc. Vous pouvez le retrouver, où il s'intéresse aux archives de Total. Il montre comment Total a consciemment construit une stratégie de nihilisme, en fait, pour essayer de nier ce qui est en train de se jouer autour de ses productions. Et donc le greenwashing, aujourd'hui, qui déploie avec notamment les projets soi-disant verts, notamment à Grand Puy, mais ailleurs, il y a des raffineries qui sont en reconversion, soi-disant, il est totalement, évidemment, factice. Et par ailleurs, même pour s'intéresser à aujourd'hui ce qui se passe, en même temps, qui font croire qu'ils vont relocaliser la production, qu'ils vont changer la production, etc., ils sont en train de construire des pipelines en Ouganda, en Afrique, en Tanzanie. Ils sont en train de détruire des parcs naturels. Ils sont en train de déplacer des milliers de populations, avec notamment le projet ICOP. Et donc on voit bien en fait que c'est ces intérêts-là qui sont protégés par l'État. Et quand on voit une entreprise comme Total, c'est très clair avec les liens entre Total et la France-Afrique.
notamment le fait que, ça a été documenté par les Amis de la Terre et par Survie, etc., en France-Afrique, c'est les propres ambassades aussi de la France-Afrique qui permettent aujourd'hui de former en fait des gardes, des pipelines, etc. C'est les propres liens en fait militaires en fait de Total avec l'État français qui permettent aujourd'hui ces constructions, ces déplacements de population, etc. Et ça, Camille Etienne, elle en parle très bien de cette alliance entre les États bourgeois et la police et leur police et les entreprises capitalistes. Dans son bouquin donc, qui est sorti récemment, dont j'ai parlé, elle parle de la lutte de Lützerath en Allemagne et elle dit qu'elle a été impressionnée par le fait que, alors que c'était la construction d'une mine de charbon qui était en train d'être mise en place, la police qui est allée les chercher et les tabasser en fait sur place, elle est sortie des propres camions de l'entreprise du chantier, des propres camions de l'entreprise du chantier de l'entreprise, sont sortis les policiers de l'État allemand qui sont venus tabasser des militants écologistes. Et donc, on voit bien que l'État, c'est un bras armé des entreprises capitalistes et des capitalistes. Il n'est pas simplement complice des entreprises polluantes, mais c'est un outil d'une classe organisée, d'une bourgeoisie organisée qui cherche à dominer et à maintenir le projet des milliardaires pour nos vies et le vivant. Évidemment, ça s'accompagne de tout un tas de politiques sécuritaires et de frontières parce que la seule chose qu'ils ont trouvée pour répondre à ce qui va se passer, c'est-à-dire un déplacement de population majeur, des crises, des renforcements en fait, des enjeux migratoires, du nombre de réfugiés qui vont devoir venir en France, etc., ou même dans d'autres pays impérialistes, c'est de renforcer la sécurisation des frontières. Et on l'a vu cet été avec l'horreur en Tunisie de gens qui meurent dans le désert, mais partout ailleurs, en fait, parce qu'ils sont empêchés de rejoindre les pays impérialistes. Donc à partir de là, la question c'est quelle force sociale on réfléchit et à partir de quelle force sociale on peut se battre contre cette classe capitaliste organisée et contre ceux qui organisent et profitent de la situation écologique dans laquelle on se trouve. Nous, on pense que pour comprendre en fait face à quoi on s'attaque, pour aller au bout de l'affrontement, il faut aller un peu au-delà même de ce que dit Malm. Donc Malm, il explique que la question c'est de pointer les responsables, de commencer à perturber ce qu'il appelle le business as usual, mais en gros, ça veut dire l'économie mondiale et de commencer à perturber l'économie. Nous, on pense que cette tentative de perturbation, elle est intéressante parce qu'elle commence à s'attaquer aux entreprises et c'est ce qui se passe avec Ende Gelände, notamment en Allemagne. Mais la limite principale, c'est que ça ne réfléchit pas à partir des propres secteurs qui sont au cœur de ces entreprises et qui sont de l'autre côté de la barricade des patrons, qui sont les travailleurs, en fait. Nous, on pense qu'une minorité d'activistes ne peut pas se substituer aux millions de travailleurs qui sont visés à la fois par les conséquences de la crise climatique, mais qui font aussi tourner la machine de ce système pour survivre, pour gagner en fait, de quoi faire vivre leur famille, etc., et qui sont obligés de vendre leur force de travail en fait, à ces propres capitalistes. Et ça commence à être pensé au-delà de nous par des philosophes et des intellectuels du mouvement climat, et notamment celui qui va être présent dimanche, donc Paul Guilibert. Je vous invite vraiment à aller à son topo, qui a écrit un livre donc, qui s'appelle « Exploiter les vivants », qui est un essai qui essaie de réfléchir directement les liens entre l'exploitation capitaliste et l'écocide. Et donc, dans cet ouvrage, qui est très intéressant, il y a beaucoup d'arguments, etc., il explique que ce qui est central dans la crise écologique, c'est l'organisation de la production, et que c'est pour ça qu'il est nécessaire de commencer à construire des alliances entre le mouvement ouvrier et le mouvement climat. Et pour ça, en fait, il reprend à son compte évidemment l'analyse de Malm dont on a parlé sur le Capitalocène, les réalités historiques de destruction en fait, de la planète par les capitalistes dès l'origine. Et il explique que, évidemment, en fait, il reprend l'analyse marxiste de la société. Il explique évidemment que pour faire du profit, il faut évidemment déposséder des produits les activités humaines et autres inhumaines qu'engendre du monde. Et il faut évidemment, toute activité produite, pour qu'elle soit rémunérée, si toute activité produite était rémunérée, il n'y aurait plus de profit. Et donc, évidemment, le profit, c'est l'extraction de valeur qui est faite sur les travailleurs. Et donc, c'est en ce sens que tous les profits qui sont faits aujourd'hui, engendrés par la crise écologique, ils reposent d'abord sur le travail de millions en fait, de travailleurs qui sont obligés de travailler dans ces entreprises. Et donc, il explique que, évidemment, ça s'articule à des racines coloniales avec toutes les plantations, en fait, évidemment toute l'histoire coloniale des pays impérialistes et comment ils ont exploité la terre
dans des pays sous domination coloniale, etc. Il explique aussi que c'est lié à une organisation patriarcale de la société, avec évidemment le rôle des femmes en fait, dans les tâches reproductives, les tâches en fait, de soutien du travail, etc. Et il explique que c'est toute cette organisation-là qu'il faut questionner si on veut questionner le mode de production qui est à l'origine aujourd'hui de l'écocide. Et pour aller même un peu plus loin que ça, on peut s'intéresser à un autre philosophe politique marxiste qui s'appelle Matt Huber et qui a écrit un essai sur le changement climatique et la guerre de classe. Et donc lui, il défend que la classe ouvrière, en vérité, elle a tout intérêt à la reconversion écologique parce que ce système de production dont on a parlé, en fait, et l'organisation sociale dont on a parlé depuis le début, elle retire à la classe ouvrière ses moyens de subsistance. Elle retire la capacité, en fait, de la classe ouvrière et des travailleurs, en fait, de décider par eux-mêmes comment ils vont se nourrir, qu'est-ce qu'ils vont cultiver comme territoire, qu'est-ce qu'ils vont, en fait, gérer, qu'est-ce qu'ils vont construire comme production, etc., qu'est-ce qu'ils vont consommer, etc. Et que ça, en fait, ça montre qu'il y a un intérêt central qui peut permettre une alliance entre les écologistes et les travailleurs, qui est la question, en fait, de reconstruire un système qui permette à tout le monde d'avoir la main mise sur ses conditions matérielles d'existence et sur ses moyens de subsistance. Il dit que, justement, aujourd'hui, le mouvement climat est face à une impasse parce qu'il refuse, et c'est notamment le cas de quelqu'un comme Malm, en fait, qui explique que les raffineurs, par exemple, n'auraient pas intérêt au démantèlement d'une raffinerie, etc. Mais il explique qu'au contraire, ils ont tout intérêt au démantèlement d'une raffinerie parce que, en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les capitalistes, ils obligent la classe ouvrière à vivre et à vivre en fait en fonction de l'organisation sociale qui est mise en place, avec tous les désastres sociaux que nous, on a déjà parlé dans l'université d'été, et aujourd'hui toutes les attaques aussi néolibérales qui sont faites aux droits des travailleurs et qui sont importantes à discuter. Et Matt Huber, et je vous conseille aussi de regarder ce qu'il dit, mais le problème c'est que c'est pas trop traduit en français et ce serait une tâche à laquelle ça fait. Mais il commence aussi à penser la classe ouvrière d'un point de vue de son potentiel politique. D'abord, il explique que parce que la classe ouvrière est plus nombreuse que l'ensemble des capitalistes, elle peut totalement en fait remettre en question l'organisation sociale et l'organisation de la production. Et il va même commencer aussi à penser la résolution de la crise en pensant à quel secteur stratégique de la classe on peut s'adresser. Notamment, il parle beaucoup du secteur de l'énergie parce qu'il dit que c'est un secteur central de la classe ouvrière auquel on devrait s'adresser et qui a la main mise sur ce qui organise aussi le désastre climatique aujourd'hui. Et il va même aussi défendre, et ça c'est très intéressant je pense, et à mon avis c'est un enseignement important aussi de la dernière séquence, il repart du mouvement Fridays for Future et il dit c'est très intéressant que se soit posé la question de la grève, et notamment Greta Thunberg qui posait la question de faire grève le vendredi, etc. Mais ceux qui peuvent le mieux faire grève, qui peuvent le mieux faire une grève qui permette de remettre en cause les profits de ceux qui s'enrichissent sur la crise écologique, et ben, c'est les propres travailleurs des entreprises. Et du coup, il commence aussi à penser ce que nous, on va proposer même comme stratégie, de partir aussi de la force sociale des travailleurs en fait pour repenser l'ensemble de la société. Mais la limite de ces deux auteurs pour aller vers une conclusion aussi qui nous semble en fait principale, c'est qu'ils ne vont pas au bout des possibilités ouvertes par les conclusions qu'ils tirent. C'est-à-dire qu'ils disent ok, la classe ouvrière elle est centrale dans le mode de production, ok, en fait il faut s'adresser à la classe ouvrière, mais en dernière instance les projets stratégiques qu'ils proposent ils ne vont pas jusqu'au bout. Notamment, Matt Huber, il défend le Green New Deal vert, il défend la reprise de l'État par notamment Bernie Sanders, etc., et par des réformistes. Il défend aussi la classe ouvrière et sa force sociale comme un appui pour gagner les élections, avec une logique qui, en dernière instance, ne va pas au bout en fait, de la reprise du pouvoir en fait, par les propres travailleurs eux-mêmes. Et de son côté, Guy Libert, lui, il commence à discuter même la propriété privée, c'est-à-dire, il dit voilà, le problème principal, c'est que les moyens de production sont dans les mains des capitalistes et qu'en fait, il faut questionner la propriété privée. Il commence même à parler de communisme, de mise en commun des moyens de production, etc. Mais il ne pose pas vraiment la manière dont on va, encore une fois, pouvoir s'affronter à ce pouvoir et il sous-estime un petit peu les difficultés qui sont face à nous quand on parle d'alliance avec les travailleurs et quand on parle aussi de construction d'une stratégie en fait, d'affrontement avec l'État. Pour nous, penser la centralité de la classe ouvrière, ça doit se combiner avec penser un projet politique d'ensemble qui repense l'ensemble de la société et ça doit permettre aussi de questionner et de renverser l'ensemble du système capitaliste. On ne doit pas juste s'arrêter
à construire soit des sociétés à côté du système, soit attendre que notre force sociale elle permette à des gouvernements plus verts en fait, d'être mis en place. Mais on doit véritablement repenser l'ensemble du modèle social dans lequel on vit. Et ça, c'est une discussion qu'on pourrait faire pendant des heures, mais pour donner quelques éléments en fait, de réponse, aujourd'hui, on voit bien que la crise écologique, elle ne va pas résoudre et elle ne va pas détruire d'elle-même le système. Il y avait tout un débat à une époque sur la collapsologie, est-ce que voilà, ça allait s'éteindre tout seul, etc. J'ai l'impression que là, on est plus au cœur du problème et on voit bien que ça va être des phénomènes petit à petit de destruction du vivant, de réchauffement de la Terre, etc. Et qu'aujourd'hui, en fait, la crise écologique, elle va surtout jouer comme un amplificateur aux tendances de révolte et de soulèvement à l'échelle internationale. Dernièrement, il y a eu en Uruguay, en fait, un phénomène qui était absolument affreux de travailleurs qui étaient obligés de boire de l'eau salée parce qu'il n'y avait plus d'eau dans les nappes phréatiques. Mais on peut penser aussi à tous les travailleurs et tous les agriculteurs dans les pays sous domination coloniale qui vont ne même plus pouvoir cultiver pour subvenir à leurs besoins, etc., du fait en fait, de la perte en fait, de richesse des sols. Et du coup, ça nous montre en fait que la réalité, c'est qu'on va avoir des explosions sociales. Il va y avoir des explosions sociales très fortes et les contradictions du système, elles vont aussi se faire amplifier par la crise écologique. Et du coup, nous, ce dont on a besoin, c'est véritablement de penser comment on s'organise pour véritablement faire de ces explosions sociales des explosions sociales vers une autre société, une société qui permette l'émancipation de la majorité. Et on a vu pendant la dernière séquence, la réforme des retraites, comment en fait les travailleurs avaient le potentiel de véritablement bloquer l'économie. On a vu, là il y a Taïeb, je le vois, du coup je le cite, mais qui travaille à l'aéroport de Roissy, mais on a vu comment quand il y a une grève à Roissy, les aéroports, c'est là en fait que les avions ne peuvent plus passer. C'est pas juste de se dire est-ce qu'on va arrêter nous de prendre l'avion ou est-ce qu'on va bloquer nous-mêmes un tarmac, c'est comment on va convaincre les travailleurs qu'ils ont intérêt en fait à véritablement révolutionner la société. La question aussi, c'est quand on voit des énergéticiens en fait, quand ils sont capables en fait de véritablement montrer toute leur force aussi hégémonique, c'est-à-dire des travailleurs qui, pendant leur grève, se sont posé la question de relocaliser la production, la distribution d'énergie, en fait, vers les HLM, vers les hôpitaux, etc., de manière moins chère, en réduisant les coûts, et au contraire de mettre dans le noir des Macron, des entreprises, etc. Ça vend du rêve sur les alliances qu'on pourrait former avec des travailleurs si on se donnait les moyens jusqu'au bout, mais ça vend aussi du rêve sur la réalité, en fait, qui est que malgré toutes les divisions qui sont soi-disant construites entre le mouvement climat et le mouvement ouvrier, en fait, on a les intérêts communs. Et que quand les travailleurs ils se mettent en branle, c'est aussi pour questionner la manière dont le système, en fait, il organise l'accaparation des richesses, la production d'énergie, etc. Et donc nous, avec notre organisation à l'échelle internationale, en fait, on essaye de montrer cette force sociale du monde du travail. On essaye de dire évidemment que la classe ouvrière est au centre, mais que c'est aussi à partir d'elle qu'on peut repenser la société, penser une transition écologique qui soit en les mains de ceux qui ont intérêt au bien pour l'entièreté de l'humanité. Et donc cette force hégémonique de la classe ouvrière, nous on pense que c'est aussi ce qui s'est exprimé à Grand Puy, à Total en fait, où il y a eu des alliances entre des travailleurs comme Polo qui est aussi présent aujourd'hui et des militants du mouvement climat et qui ont permis d'essayer de repenser une usine qui soit en faveur de la résolution du problème climatique qu'on se pose et pas des profits d'une entreprise comme Total. Aujourd'hui, on pense que des gens comme Guy Libert, Matt Hubert, Malm, etc., et c'est pour ça qu'on les cite, ils sont en train de se poser les bonnes questions stratégiques à la fois sur l'État, sur le rôle des entreprises, mais aussi sur le rôle potentiel des travailleurs, mais qu'il faudrait aller un petit peu plus loin et que ce qui se pose devant nous, c'est penser l'expropriation véritablement de l'ensemble des capitalistes, l'expropriation de ces entreprises et un programme qui s'articule en fait, qui articule les questions sociales et les questions environnementales, qui articule par exemple la question de la santé au travail de tous les travailleurs avec la question de la destruction du vivant pour essayer de convaincre la majorité de la classe ouvrière de se mettre en branle avec nous sur la question de la crise écologique. Pour ça, en fait, ça se fera évidemment pas de manière isolée, évidemment, que pour construire une grève politique écologique et par exemple pour résoudre tous les problèmes qui se sont posés à nous pendant le mouvement des retraites, il faut s'organiser, il faut un opérateur stratégique qui est le Parti révolutionnaire, une force sociale, un intellectuel collectif qui permette à nous toutes de penser collectivement, travailleurs, militants écologistes, étudiants, etc., comment on peut résoudre le problème qui s'affronte à nous et comment aussi on intervient dans les mouvements sociaux pour batailler les divisions qui existent en fait entre les écologistes et le programme écologique et le programme des travailleurs. Et notamment, ça s'est beaucoup incarné pendant la réforme des retraites avec les bureaucraties syndicales
qui en fait ont refusé par exemple de prendre parti du côté des soulèvements de la terre, qui ont refusé en fait de mener une grande campagne de soutien face à la répression en fait du mouvement climat, qui n'ont jamais proposé un programme revendicatif qui articule la question du travail et des retraites avec la question de l'organisation sociale de la société, de la crise écologique, etc. Et nous, c'est ça qu'on veut penser, c'est ce qu'on a essayé de faire avec le réseau pour la grève générale, et c'est ce qu'on essaiera aussi de faire dans les prochains combats, c'est penser à partir des luttes des travailleurs, comment on pose la question aussi de la crise environnementale, et construire aussi une alliance en fait qui permette en fait de commencer en fait à reprendre le contrôle par nous-mêmes de la production et de construire une transition à partir de nos propres moyens.